Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument au pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photos et petites histoires seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de mars 2024. Un dernier quartier de lune frôle Antares le 3, une période favorable à l'observation des aurores polaires s'ouvre le 6, la Lune et Jupiter se rapprochent le 13 et Mercure est à son élongation maximale le 24. Nous parlerons aussi de la comète Pons-Brooks qui pourrait bien devenir très intéressante dès ce mois-ci, bien sûr en compagnie comme chaque mois de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien sa chronique histoire dans quelques secondes. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, je me tourne vers vous pour commencer. Chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous plongeant dans une histoire de l'astronomie. Vous en exhumez souvent un personnage ou en tirez une petite histoire amusante. De quoi ou bien de qui voulez-vous nous parler aujourd'hui ? On va parler de l'univers selon Aristote. C'est très amusant. C'est pas un petit personnage, ça. Et non, un grand personnage. Tout le monde le connaît, philosophe grec qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, 384-322 avant Jésus-Christ, disciple de Platon. Quand même, et donc c'est un des penseurs les plus influents au moins de l'Occident. En astronomie, sa conception du monde avec un M majuscule, l'univers finalement, va rester en vigueur jusqu'à la Renaissance finalement. Et donc c'est important de se rappeler un petit peu de ce que Aristote a décrété finalement du monde, puisque c'est ce qui va nous traîner à la patte pendant très 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 longtemps. Donc on connaît assez peu de choses de sa vie. Il ne fréquentait pas les plateaux télévisés, on ne sait pas trop avec qui il pouvait passer ses vacances, ce cher Aristote. Pourtant, il a quand même quelques petits témoignages rigolos. Alors on sait qu'il était précepteur d'Alexandre le Grand, c'est quand même pas rien non plus. Donc disciple de Platon et il enseigne à Alexandre le Grand, c'est quand même pas mal. Donc Aristote s'intéressait à tous les domaines des connaissances, quelles qu'elles soient. Il avait un goût prononcé également pour les bijoux. Il y a plusieurs témoignages. Il se promenait souvent avec des bagues, des bracelets, il aimait les bijoux. Et puis, je me rappelle d'un de mes professeurs quand j'étais à la fac, qui il tentait d'imiter Aristote. Je ne sais pas d'où il tenait ses sources, mais d'après lui, Aristote était aussi connu pour avoir une petite coquetterie de langage. Il bégayait ou il zozotait. Très souvent, il y a quelques témoignages dans l'histoire qui font mention de ce type de choses. Alors là, je ne sais pas si c'est vrai, mais mon cher enseignant dont je tairai le nom nous l'a souvent imité. Bref, pour être plus sérieux, les trois grands principes qui sont à retenir de la vision de l'univers chez Aristote sont les suivants. Le premier principe, c'est bien sûr le géocentrisme, qui place la Terre immobile et qui occupe le centre d'un univers sphérique. On imagine la difficulté avec laquelle les gens de la Renaissance ont dû travailler pour démonter finalement ce postulat, même s'il n'est pas complètement idiot d'imaginer une Terre immobile dans l'univers, puisque si vous passez ne serait-ce que 24 heures allongées dans la nature, le matin vous avez le soleil qui se lève d'un côté, qui se couche de l'autre le soir, et la nuit les étoiles font la même chose. Donc oui, on a le sentiment plus que légitime que l'univers nous tourne autour. Donc on sait que c'est faux, mais c'est pas idiot de l'imaginer, de le concevoir. Ça, c'est le premier principe, le géocentrisme. Le deuxième principe, c'est le monde, l'univers qui est divisé en deux régions. Le monde sublunaire, donc c'est le monde du changement. C'est ce qui va se passer en gros sous l'orbite de la Lune, entre la Terre et la Lune. Donc c'est les régions des tempêtes, des nuages, des arcs-en-ciel, donc les choses qui changent finalement. C'est aussi le vol des oiseaux. Et puis la deuxième région qui divise l'univers, c'est le monde supralunaire, donc au-delà de la Lune. C'est un monde immuable où justement on trouve notamment les étoiles fixes. Et là aussi, ça va très vite entrer en contradiction avec même des observateurs de l'époque, puisque des étoiles nouvelles, les novas qu'on pouvait voir apparaître à l'époque, sans trop savoir ce que c'était vraiment, étaient en contradiction directe avec cette vision finalement d'Aristote.
Et puis le troisième principe, c'est que dans le monde supralunaire, eh bien, les mouvements sont circulaires et uniformes. Et là aussi, on pense tout de suite à Mars et la rétrogradation de la planète, dont on reparlera dans quelques mois à ces micros. Et bien là aussi, c'est tout de suite en contradiction avec cette vision un petit peu idéalisée d'un univers. Alors bien sûr, pour Mars et la rétrogradation, on va trouver des subterfuges pour faire en sorte que ce système fonctionne dans un monde où les mouvements sont circulaires et uniformes. Je pense aux épicycles et aux déférents, notamment mis en avant chez Ptolémée dans l'Almageste au IIe siècle de notre ère. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'Aristote, finalement, même si aujourd'hui encore sa parole est quasi sainte, alors pardon si je choque certaines personnes, mais d'un point de vue philosophique, effectivement, il y a beaucoup de choses à en tirer. Mais retenons que sur le plan scientifique, il y a aussi beaucoup de choses à retenir d'Aristote, mais ça suscitait pas mal de débats au cours des siècles et des millénaires qui ont suivi finalement les écrits d'Aristote. Et peut-être une chose aussi à retenir d'Aristote, c'est qu'il ne pensait pas que la Terre était plate. Il faut quand même le dire. Parce oui, que... bien sûr, oui. D'ailleurs, on a 3 preuves antiques que la Terre est ronde. Eh bien, ça fera l'objet d'une prochaine chronique. Exactement. Très bien, nous commençons donc notre petit tour du ciel mensuel avec ce dernier quartier de lune qui frôle Antares le 3 mars. Cela se passe dans quelle direction, Sébastien ? Ça va se passer au sud, à l'aube, donc 1h30 avant l'apparition du soleil. Donc les 2 corps sont séparés d'à peu près 2 degrés. Donc ça se passe dans la constellation du Scorpion, voilà. Et donc on a cette belle étoile Antares d'une couleur rouge orangé. Antares, c'est anti-Mars. Arès, vous savez, c'est le nom que portait Mars chez les Grecs. Donc Arès chez les Grecs, Mars chez les Romains. Et donc l'Antares, l'anti-Mars, parce que voilà, sa couleur rappelle bien sûr celle de Mars. Et puis régulièrement, Mars pouvait croiser quasiment la position d'Antares dans le ciel, puisqu'Antares se trouve pas très loin de l'écliptique. On est dans le zodiaque, et donc à intervalles réguliers, tous les 780 jours à peu près, eh bien on a la planète Mars qui va faire la traversée de cette région du ciel. Alors cette étoile Antares, on peut peut-être en dire 2 mots. C'est une étoile très lumineuse. C'est la 15e ou 16e étoile la plus brillante du ciel. Sa teinte rouge orangée se voit clairement à l'œil nu. Et on se rappelle que la couleur des étoiles est directement liée à la température qui règne à la surface des étoiles. En gros, c'est l'inverse des robinets. Plus une étoile est rouge, moins elle est chaude. Plus elle est bleue, plus elle sera chaude. Car oui, il y a également des étoiles bleutées, même si le bleu est un peu plus délicat à percevoir à l'œil nu que le rouge. Et donc, pour être rapide, sur une étoile rougeâtre comme Antares, la température de surface est d'environ 3000 degrés, voire un peu moins parfois. Sur des étoiles bleutées, on a des températures superficielles qui dépassent allègrement les 10 ou 20 000 degrés. Les étoiles plutôt jaunes comme le Soleil, couleur intermédiaire, température intermédiaire. Sur le Soleil, on a une température superficielle d'environ 6000 degrés. Et autre chose intéressante concernant cette belle Antares, c'est que c'est une étoile géante. Si elle occupait la position du Soleil, eh bien, elle engloberait tout le système solaire interne jusqu'à Mars. L'orbite de la planète Mars se trouverait intégrée finalement au volume de l'étoile Antares. Donc c'est un monstre, cette petite étoile que l'on verra à côté de la Lune. Oui, exactement. C'est un monstre et voilà. Et pourtant, elle semble petite, mais elle est quand même magnifique, cette étoile. Très bien, on passe au 6. Alors le 6, le pôle nord du Soleil est à son inclinaison maximale vers la Terre, et si j'en crois les pages de Ciel et Espace, c'est la période la plus favorable pour observer les aurores polaires. Alors il se trouve, Cyril, que nous ne sommes pas loin du maximum d'activité solaire. On a déjà eu de belles aurores en France à la fin 2023. Oui, effectivement. Donc le début du cycle, il a démarré en 2019, donc il n'y avait plus aucune tache sur le Soleil. Là, depuis quelques mois, on a dépassé 180 taches sur le Soleil en même temps. Là, donc on s'approche du maximum. Ouais, il y a du monde. C'est-à-dire qu'initialement, le maximum était prévu, enfin les prévisions annoncées je crois en juillet 25. Après, ça s'est un peu stabilisé sur mi-24, enfin mi-l'année 24. Et là, on est plutôt sur le premier trimestre 24. C'est-à-dire que c'est en ce moment, quoi. Donc c'est assez joli, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater ça. Alors, ce n'est pas tous les jours en France, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est quand même mieux de partir dans les pays scandinaves ou en Islande ou encore mieux au Canada. Mais si on reste en France, ça peut arriver quand même. Ouais. Alors,
Comment on peut en être à peu près sûr? C'est-à-dire qu'on a plusieurs outils modernes qu'on peut utiliser. C'est-à-dire qu'on a à la fois un site qui s'appelle spaceweather.com qui vous permet en fait qui vous annonce en fait quand il y a eu des jets coronaux, c'est-à-dire quand en fait il y a eu un jet de matière qui est parti vers la Terre. Une fois que vous avez ça, en général, il vous annonce que donc ça vient de partir et que dans 48 heures, enfin en gros entre 24 et 3 jours, vous allez avoir donc le jet de matière, de particules qui va arriver vers la Terre. Alors après, en fait, ça vient pas directement, ça rentre, ça va dans un réservoir qui se déverse. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est compliqué, mais grosso modo, tout ça se retrouve dans le champ magnétique terrestre, voilà, dans le champ vers les pôles, voilà, grosso modo. Et ce qui va se passer, c'est que vous savez qu'il y a des chances qu'il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose. C'est pas une éclipse de soleil, là. Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez en fait d'autres applis qui sont des applis que vous mettez sur vos téléphones, qui peuvent être Aurora ou d'autres, qui vous annoncent en fait à l'avance, en général sur 48 heures, le maximum. C'est-à-dire que s'il y a des chances que les curseurs soient dans le bon sens. Donc il y a plusieurs trucs à vérifier. Il y a des curseurs qui doivent être dans le négatif, d'autres trucs qui doivent être à fond dans le positif. Et en fait, ça vous donne une information s'il y va se passer quelque chose ou pas. Alors, en France, c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que quand vous êtes en Islande, vous êtes sûr d'en voir une qui vous passe au-dessus de la tête tous les soirs. Quand vous êtes au nord de la France ou au sud ou de la Suède, en fait, elle va pas vous passer au-dessus de la tête, elle va être sur l'horizon. Donc, et souvent, vous la verrez pas à l'œil nu, vous la verrez juste en photo, c'est-à-dire que c'est votre appareil photo qui va voir qu'il y a un petit liseré vert ou un petit liseré rouge, etc. Et si elle est vraiment très très forte, en plus, il y a des chances que ça dure quelques secondes, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez dehors, qu'il n'y ait pas de lune, que vous ne soyez pas sous un lampadaire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de conditions qui fait que c'est quand même balèze de tomber dessus. Mais ça est arrivé. Donc, on a eu dernièrement une photo dans le Finistère qui était très jolie. Il y a eu celle bien connue l'année dernière. Enfin, oui, c'est ça, l'année dernière sur le Mont Saint-Michel qui est tombé par terre. Donc, ça arrive régulièrement. Vous êtes obligé de guetter en fait le moment. Le mieux, c'est quand même de guetter les moments où il n'y a pas de lune et il fait beau. Oui, ça c'est s'il y a des nuages, on est d'accord. Mais alors, comment s'y prendre une fois que vous avez cette alerte? Oui, il y a des aurores. Oui, il va y en avoir. Éventuellement, vous sortez. Alors, ce qui se passe, c'est que donc vous partez à l'endroit où donc vous avez un horizon nord dégagé, aucune lumière là. À ce moment-là, il vous suffit d'un trépied, vous montez en sensibilité, c'est-à-dire que là, vous avez besoin de 1600 ISO, ça suffit amplement, et vous allez faire des pauses. Alors, en général, on est au grand angle. Alors, sur la région parisienne, hein, vous n'allez pas avoir le rideau de douche au-dessus de la tête. Hein. Vous l'avez sur l'horizon nord. C'est-à-dire que vous voyez une sorte de liseré. Bien sûr, on regarde quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, très très loin. Près des pôles, plusieurs, en fait. À 2000 km ou 3000 km devant vous, quoi, en distance sur la Terre. Et à ce moment-là, vous faites des pauses assez longues. Et ce qui se passe, c'est que... alors moi, j'en ai vu une cet été en Suède, là, qui n'était pas spécialement prévue. C'est-à-dire qu'on ne la voyait pas à l'œil, mais elle était sur la photo. Il y a un petit liseré sur l'image. Et ce qu'on voit, c'est qu'au final, vous avez des sortes de zones qui sont plus ou moins claires, qui se déplacent. C'est-à-dire que vous avez le liseré vert et dessus, comme si quelqu'un jouait au piano, j'ai l'impression de voir des touches de piano, moi, qui se déplacent. Et donc, vous pouvez presque faire du stop motion et voir là, le déplacement des petites interactions avec l'atmosphère, en fait. Oui, c'est un phénomène dynamique qui peut être... qui est assez joli. Oui. Donc écoutez, tentez parce que c'est maintenant ou jamais quasiment, enfin en tout cas premier trimestre 2024. Sinon, c'est dans 11 ans. Sinon, c'est dans 11 ans, donc ce serait dommage de ne pas essayer d'observer des aurores et nous, notamment, pourquoi pas autour du 6. Si toutes les conditions sont réunies, ça pourrait être un bon moment. On passe au 13. Alors le 13, Jupiter et la Lune se rapprochent. Ça devrait être assez joli, Sébastien, car la Lune
devrait arborer cette petite lumière cendrée dont on a déjà parlé dans les émissions précédentes. Oui, toujours ce clair de terre sur la Lune. Alors, les deux astres là, vont être distants d'à peu près 3 degrés. Et encore une fois, j'aime bien mettre en évidence le mouvement propre de la Lune, même si aussi un mouvement propre de Jupiter, mais qui est moins impressionnant. En tout cas, c'est pas sur 24 heures qu'on va bien le déceler à l'œil nu. Par contre, en 24 heures, celui de la Lune est parfaitement visible. Donc ouais, c'est vraiment très joli, toujours bas sur l'horizon dans les lueurs crépusculaires. Très bien, on passe donc directement au 24. Cette fois-ci, c'est Mercure qui est à son élongation maximum. Alors c'est l'occasion de la chercher à l'œil nu au crépuscule. Cyril, Mercure, c'est une planète difficile, on l'a dit, mais enfin bon là, il y a quand même des bonnes chances de la voir. Il faut quel instrument pour l'apercevoir à l'œil nu? C'est faisable? Oui, à l'œil nu, c'est faisable. La difficulté, là, en fait, c'est que le soleil donc, va se coucher un peu après 19h et qu'elle, en fait, vous allez la voir à 19h40, elle sera à 10 degrés au-dessus de l'horizon. Ouais. Donc 10 degrés, ça correspond à quoi avec une main? C'est point tendu, en gros, du bord du pouce. Donc elle n'est pas très haute. Elle n'est pas très haute, mais elle est quand même haute pour Mercure. C'est de la bien. C'est vrai que c'est Mercure. C'est quand même Mercure, donc c'est quand même sympa. Ça laisse beaucoup de chances de la voir quand même. Le mieux, c'est quand même une paire de jumelles. C'est-à-dire que paire de jumelles, vous allez voir dans les lueurs un seul point et ça sera Mercure. Après, si vous prenez une petite lunette ou un télescope, donc il faudra bien être sûr que le chercheur est bien aligné quand même, et vous allez la repérer d'abord au chercheur et après vous regarderez, mais vous verrez qu'un petit point, enfin je veux dire, ça a peu d'intérêt. Juste déjà de se dire qu'on l'a vu aux jumelles, c'est plutôt chouette. On peut pas voir sa phase, parce qu'elle présente des phases quand même, Mercure. Oui, on a la phase. Ouais, voilà, mais je pense que le vrai intérêt, c'est de la débusquer à l'œil nu en fait. Mais c'est vrai qu'on peut mettre en évidence la phase quand on grossit un peu. Très bien. Et là, elle sera 43% la phase, donc une demi-mercure. Une demi-mercure à observer. Je me lève pas, une demi-mercure. Le 24. Pour finir, quelques mots quand même sur cette comète Pons-Brooks qui, alors à l'heure où nous enregistrons, elle promet d'être visible à l'œil nu dès ce mois-ci. Vous avez déjà fait le coup les dernières fois. Et oui, mais on est obligé d'en faire parce que si on la loupe, depuis 97 et Hellbop, c'est vraiment un scandale. Si on la loupe, les auditeurs vont dire mais vous ne parlez pas de la comète Pons-Brooks qui est si belle. Il est possible qu'elle soit visible dès ce mois de mars. En tout cas, son maximum d'éclat, quoi qu'il arrive, ce sera en avril. Sébastien, cette comète, elle semble quand même déjouer les pronostics parce qu'en ce moment, elle est plus importante, elle est plus brillante qu'elle ne devrait l'être. Ouais, c'est lié surtout à aux éruptions cryovolcaniques qui sont en cours là depuis quelques semaines. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut le définir ce terme. En fait, c'est des éjections d'eau, d'ammoniac, de méthane. En fait, c'est des éruptions, mais c'est pas de la lave qu'éjecte la comète. On se rappelle que les comètes sont avant tout des blocs de glace, de neige sale, et quand elles s'approchent du soleil, eh bien, elles fondent partiellement ces comètes, les queues apparaissent, que de gaz, que de poussière, et donc il y a aussi des éjections de matière réellement. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques images qui étaient vues il y a quelques semaines où il y avait un petit parallèle fait entre le Faucon Millenium de Star Wars et le faciès que pouvait présenter la comète. Une comète qu'on connaît depuis longtemps, les chroniques relatent qu'elle a été observée depuis le XIVe siècle, notamment au Japon et en Chine. C'est une comète périodique, 71 ans, c'est le temps qu'elle met pour accomplir sa révolution autour du Soleil. Donc on est presque un petit peu comme la comète de Halley, c'est une voisine de Halley. Pas loin. Voilà. On a des traces d'observation en 1471 en Italie. En 1812, elle est découverte, on va dire ça. Donc 1812 découverte par le Français Jean-Louis Pons, dont on a déjà parlé à ce micro, découvreur de 37 comètes. À ma connaissance, c'est celui qui a découvert le plus de comètes à l'ancienne, sans logiciel quelconque. C'est un garçon dont j'avais parlé parce que, rappelez-vous, en 1789, il était concierge de l'Observatoire de Marseille et à force de sa coquine avec les scientifiques, il est devenu astronome adjoint en 1813. C'est rigolo, après il va faire une carrière d'astronome en Italie. Et il a laissé son nom à pas mal de comètes, effectivement, dont celle-ci. Exactement. Mais en 1883, la comète est redécouverte par Monsieur Brooks. Voilà, un astronome américain. Donc voilà, Pons-Brooks, voilà d'où vient le nom. La gloire. Exactement. Et donc voilà, c'est une comète qu'on surveille parce que il y a bientôt 20 ans, on se souvient de la comète Hellbop qui était magique dans le ciel. Et je me rappelle que quand on avait annoncé sa découverte, on ignorait vraiment ce qu'elle allait devenir. Et quel spectacle. Et voilà, je rêve
de revoir ça, plus qu'une éclipse encore, parce que les éclipses c'est d'un commun, mais une comète c'est quand même rarissime. Donc on verra. Celle-ci est un petit peu plus brillante qu'elle devrait être à l'heure où on vous parle. Donc sans doute l'effet de ces fameuses éruptions cryovolcaniques. Mais si ça continue, si elle reste aussi active, ça pourrait être intéressant. Donc gardez un œil sur cette comète. On en parlera certainement sur le site de Ciel et Espace. Ouais. C'est désormais l'heure de la chronique photo. Cyril, vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel en nous donnant tous les conseils pour la réussir. Et cette fois-ci, vous allez nous parler d'éclipses, parce que c'est le 3e opus de votre grande série sur les éclipses. Oui, c'est parti. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment photo, là. C'est-à-dire que... Comment photographier l'éclipse ? Voilà, comment photographier l'éclipse. On prépare celle du... 8 avril. 8 avril, on en reparlera le mois prochain. 8 avril, sachant que les suivantes, si vous partez pas au Mexique, aux États-Unis ou au Canada cette année, la prochaine, facilement accessible, ça sera effectivement en Espagne. Donc en Espagne en 2026, au nord de l'Espagne, et 2027 en août, au sud de l'Espagne, vous irez voir la Belle de Cadix. La Belle de Cadix, parfait. Donc voilà, conseil, 3e épisode de ces conseils sur les éclipses. Si vous n'avez pas écouté les premiers et les 2e épisodes, je vous invite à écouter nos podcasts de janvier et février. Donc là maintenant, c'est comment on photographie une éclipse. Oui, c'est ça. Alors en fait, il y a 2 choix possibles, et souvent on a plutôt envie de partir avec 2 appareils photo pour faire les 2 images. Il y a 2 images intéressantes. Il y a l'image qui est au grand angle, c'est-à-dire de prendre à la fois l'éclipse dans le ciel et le premier plan. Et Sébastien, le mois dernier, en parlait. Et ce qui est rigolo aussi, c'est de voir les gens qui sont en train d'observer, c'est-à-dire que l'ambiance générale. Donc pensez à mettre un appareil photo à l'arrière du groupe ou à l'arrière des gens, ou avoir des gens devant qui sont en train d'observer, c'est un plus. C'est-à-dire, je me souviens d'une image qu'avait fait Jean-Luc Dauvergne au Chili, où on découpe en ombre chinoise tous les gens qui sont à la CIA en train d'observer. Elle est à tomber par terre, cette image. Donc pensez bien que donner de la vie à une éclipse de soleil, ça vaut le coup de le faire, quoi. Il y a eu d'autres photos, c'était en 2017 aux États-Unis, où on avait carrément des gens qui ont réussi en HDR, c'est-à-dire faire des pauses plus longues, plus courtes, etc., et additionner, à avoir carrément le groupe, c'est-à-dire qu'ils étaient dans des endroits. Il y a un photographe qui a pris une photo où il y a 100 personnes ou 200 personnes devant lui qui sont en train d'observer, et on voit les visages de chaque personne, et qui sont comme Sébastien la première fois, avec une petite larme sur le côté, ou comme moi aussi sûrement. Voilà. Donc première image à faire, enfin une des images possibles à faire, c'est celle qui est l'image d'ambiance en quelque sorte, grand angle. Là, il se trouve que cette éclipse, elle va avoir lieu, c'est-à-dire qu'au moment du maximum, 13h30, là, aux alentours de 13h30, aux États-Unis, au Texas, elle sera un petit peu en dessous de 70 degrés de l'horizon. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans un 20 mm déjà. 20 mm, c'est pile cette hauteur-là. C'est-à-dire que soit vous avez l'éclipse, soit vous avez le sol. C'est un peu limite. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un choix sur l'objectif. Donc l'objectif, ça sera forcément soit un 14, soit un 16, soit un 18, selon ce que vous avez, en étant en plein format. Voilà. Et là, vous avez en fait un outil qui s'appelle calculatrice de temps de pause, toujours sur le site de Xavier Jubier, donc xjubier.fr, ou qui vous permet en fait de déterminer les temps de pause en fonction de l'objectif que vous avez et en fonction de ce que vous allez vouloir prendre en photo. Donc là, on est à 400 ISO à 5.6, on est de l'ordre de un peu moins d'une seconde de pause pour avoir cette image d'ambiance. Ensuite, deuxième image qui est intéressante à faire, c'est de voir la couronne solaire. C'est pour ça qu'on va voir les éclipses. C'est voir cette couronne, cette agitation, ces boucles. En plus, là, on l'a dit précédemment, c'est-à-dire qu'on est au maximum solaire. Ça veut dire qu'on s'attend à avoir des symétries, en fait, dans cette couronne solaire. Vous allez avoir des boucles, c'est-à-dire que vous allez voir des jets qui partent dans tous les sens, en fait, même au-dessus, en dessous. Alors que quand on est dans un minimum, en fait, c'est très rectiligne, en quelque sorte. Donc là, on s'attend à quelque chose de comme une fleur, voilà, comme une sorte de grosse pâquerette directement. Donc là, ça va valoir le coup de le prendre de très près. Très près, ça veut dire au minimum peut-être 500, 600 mm. Donc ça peut être soit une petite lunette, soit un téléobjectif avec un doubleur, enfin voir ce que vous avez, et en fonction en fait de l'ouverture, il faudra poser plus ou moins longtemps et monter plus ou moins en sensibilité. Idéalement, c'est d'avoir une monture pour suivre le phénomène. Et puis après, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toute une partie de traitement d'image qu'on verra une autre fois. Autre chose importante, c'est que vous n'avez pas
2 mains, enfin 8 mains pour tout faire. C'est-à-dire que pas oublier sur une éclipse de prendre un moment donc pour l'observer au moment de la totalité. Donc c'est-à-dire s'arrêter et vraiment en profiter, quoi. C'est-à-dire qu'on voit les petites taches rouges qui sont les protubérances, on voit ces jets qui bougent, qui s'agitent, et puis ne plus la regarder et faire un 360, c'est quand même hyper important. Regardez ce qui se passe, toujours au moment de la totalité. Attention, c'est-à-dire que aussi, truc classique, c'est quand même d'avoir des montres ou des horloges ou des comptes à rebours qui sonnent de temps en temps. Dire, avoir une idée de la moitié de l'éclipse, il vous reste, donc si elle dure 4 minutes 10, à 2 minutes 5, faire sonner un truc pour dire, il te reste 2 minutes 5 pour en profiter. Faire aussi un timer qui vous dit 10 secondes avant, attention, ça va être la sortie. Alors pourquoi ça ? Parce que c'est le moment où on va avoir envie d'avoir la protubérance finale ou le grain de bailli, c'est-à-dire que le dernier effet pepsodent sur l'éclipse. Et donc là, c'est des temps de vitesse qui sont très importantes. Donc c'est juste le moment, les 10 secondes, c'est le temps de changer en fait vos vitesses. Et autre solution encore, qui je pense est la meilleure, c'est d'avoir un ordinateur et un logiciel. Donc vous avez soit Maestro, donc pareil sur le site de Xavier Jubier, soit Backyard qui vous permet en fait de programmer à l'avance votre appareil. Donc là, il faut croiser les doigts et pas se gourer sur la programmation, c'est du code en plus. Et à ce moment-là, vous l'avez programmé. Vous assurez au début qu'il est bien parti quand même, que ça fait bien les temps de pause. Et là, vous pouvez profiter aux jumelles ou regarder ce qui se passe ou commencer à chanter. Voilà. Très bien, écoutez, beaucoup de conseils et avec des niveaux d'expertise un peu différents. Je pense que pour une première éclipse, personnellement, je ne me lancerai pas dans la programmation. Non, regardez, la première, il faut regarder. Merci beaucoup Cyril. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, voire un résultat scientifique récent. Pourquoi pas, j'ajoute ce petit item à ma liste. Sébastien, c'est à vous l'honneur. Tout à l'heure, on parlait de l'étoile Antares dans le Scorpion, et pas très loin d'Antares, outre la Lune à tenter d'observer ce mois-ci, il y a l'amas globulaire M4 qui, lui, n'est pas en mouvement. Donc vous avez le temps de le regarder. Il se détecte très bien avec une paire de jumelles. On se rappelle, un amas globulaire, c'est une grappe d'étoiles, une boule d'étoiles en périphérie proche de la galaxie Voie lactée. Et donc vous avez une grappe d'environ 100 000 étoiles, d'un diamètre d'à peu près 75 années-lumière, sachant que l'amas se trouve à un peu plus de 7000 années-lumière de nous. Donc c'est un objet assez lointain, donc rempli d'étoiles, malheureusement toujours très bas à nos latitudes. C'est un petit peu le problème avec les constellations zodiacales de l'été ou du printemps, qui sont toujours bien basses sur l'horizon, Sagittaire et Scorpion en tête. Et je le disais, donc aux jumelles, on résout très bien l'amas globulaire en étoiles avec un télescope de 200 mm. Et bien là, on compte vraiment les étoiles si on a le temps. Et puis surtout, on voit clairement apparaître un gigantesque alignement d'étoiles qui traverse complètement l'amas globulaire de part en part. Et ça, c'est quand même assez joli à regarder. Voilà. Souvent, on dit ouais, les amas globulaires, ils se ressemblent tous. Non, en fait, ils sont tous très différents. Et celui-ci est très différent des autres grâce à cette bande d'étoiles. Très bien, merci beaucoup pour ce conseil. Cyril, quel est votre coup de cœur ? Eh bien, ce mois-ci, je vous propose une balade nocturne dans Paris pour faire des photographies. C'est l'Association française d'astronomie qui organise ça. C'est Futur Mois. C'est-à-dire que c'est la possibilité pour vous de prendre votre pied photo, de prendre votre appareil et puis d'aller en groupe prendre quelques images. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre ? Vous allez apprendre forcément à utiliser votre appareil photo, à le mettre en manuel. Vous allez apprendre à gérer les temps de pause un petit peu longs, à gérer la sensibilité, l'ouverture. Vous allez aussi apprendre à gérer le flou, parce que c'est aussi intéressant de faire un premier plan sur quelque chose et puis d'avoir les étoiles un petit peu grosses derrière, un petit peu flou sur l'arrière-plan. Autre chose qui est assez intéressante, c'est que ça va démarrer, en fait il y aura à la fois planète ou lune et puis les lueurs du soleil qui est déjà couché, donc du ciel. Donc vous allez des images sur les bâtiments qui sont assez jolies tout de suite. Vous avez tout ce qui est déplacement aussi qui va être mis en valeur, c'est-à-dire que comme ça va être
probablement autour du Louvre, vous avez les péniches qui passent, vous avez les voitures qui passent, vous avez les vélos qui passent n'importe où, qui sont éclairés en règle générale, alors pas toujours les vélos, mais normalement. Donc là aussi, vous mettez en évidence les déplacements, et puis ça va finir en fait surtout avec un travail sur le circumpolaire, vous savez, la mise en évidence de la rotation de la Terre. Donc faire des images où on va vous montrer comment se déplacent les étoiles et pouvoir continuer chez vous. Donc c'est une chouette initiation, et puis c'est un moyen d'aller se promener à plusieurs passionnés de photos et d'astronomie dans Paris et d'être en groupe. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cet atelier créatif autour de la nuit, des étoiles et de Paris. Les éphémérides radio de Ciel et Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette émission, faites-la connaître et bien sûr songez à vous abonner ou vous réabonner à Ciel et Espace. Bonnes observations et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.